Dans notre mission d'aujourd'hui, on va faire la connaissance de plusieurs femmes d'Égypte, ayant de divers points de vue en ce qui concerne le pays, la révolution et la femme égyptienne. Chacune de nos invitées a choisi un endroit où elles se sentent à l'aise pour nous y rencontrer. Une femme de fort caractère. Caroline a un point de vue en ce qui concerne la femme égyptienne de toutes les classes sociales. Je ne pourrais pas définir une femme égyptienne au propre sens du mot, mais je pourrais dire, d'après ce que je sens, d'après mon entourage, qu'à la base et tout au fond, une femme égyptienne, elle est comme une oasis. Elle est tendre, elle est sentimentale, elle est une maman, elle a une endurance illimitée. Une force de personnalité et de caractère qui fait que quand elle voit des obstacles, elle n'est pas soumise, mais elle fait que c'est comme gravir une montagne. Petit à petit, elle n'abandonne pas, elle ne lâche pas facilement. Peut-être pas forte dans le sens de faire des révolutions de liberté, que la femme égyptienne, elle a fait déjà, des femmes ont déjà participé à des révolutions qui ont changé la face d'Égypte vis-à-vis la situation de la femme. Mais pour la vie de tous les jours, c'est vrai qu'elle n'abandonne pas ni sa famille, ni ses proches, ni où elle va aller. Elle veut avoir une bonne vie pour ses enfants, pour ses proches. Elle veut plaire à son mari, rendre sa vie plus paisible. Quand elle travaille, elle veut surmonter l'obstacle que, étant une femme, elle est plus fragile. Ben non, elle n'est pas fragile. Elle est capable de compétences vraiment exceptionnelles. Et je parle d'expérience parce que j'en connais plein de femmes qui ont laissé des empreintes dans leur travail, et plein de femmes populaires qui n'ont jamais lâché, bien que des femmes veuves, des femmes qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Et avec des enfants en plus, qui est une charge, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je peux dire encore d'une femme égyptienne? Qu'elle s'adapte, oui, mais avec ses conditions, avec ses termes. Elle ne se laisse pas faire. Ça, c'est ma conviction. Madame Myriam Hosni, bienvenue à notre programme. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec vous en plein air ici dans ce beau jardin. Et tout d'abord, je voudrais savoir, une femme citadine comme vous, comment a eu l'idée, cette aventure de laisser la ville et de s'installer ici, dans cet endroit qui n'est pas vraiment tout à fait développé, si vous voulez? Alors la citadine, ça fait quand même presque 20 ans que je ne suis plus citadine. Parce que j'ai vécu depuis 1997 à Sharm el-Sheikh. Quand j'ai dû revenir au Caire à cause des études de mon fils, j'étais à Maadi. Mais je ne supportais plus ni la ville, ni les gens, le bruit, la pollution, tout ça. Et mon fils adore les chevaux, comme moi, et monte à cheval. Et donc, on était dans cette région-là tous les jours. Et l'idée m'est venue de nous installer là. Maïssa Mustafa, une citadine qui adore la vie au centre-ville, nous parle du peuple égyptien et de ses caractéristiques. Le Caire, c'est une ville qui est vieille de 1000 ans.
Milan, c'est plein de choses. On ne peut pas, si on vit très lointain, c'est-à-dire on écarte une partie de notre histoire. Dans chaque coin, dans chaque partie, il y a une chose qui me rappelle de la vie égyptienne, de notre histoire. Ça, c'est de point de vue sentimental, de point de vue attitude, mais de point de vue aussi pratique. Quand on vit dans les banlieues, dans les villes, dans les déserts, c'est l'enfer. Je vois de faire la route, aller-retour tous les jours parce que notre vie est toujours attachée au Caire. Ici, je suis à 2 pas du club, je suis à 2 pas de l'école, je suis à 2 pas de l'immeuble du quartier de mes parents. C'est très facile. Mes enfants maintenant, ils bougent tout seuls, ils peuvent prendre un taxi. Tandis si on habite dans les villes autour du Caire, ça sera très difficile pour eux de bouger tout seuls. Et je vois, il y a plus de sécurité. Je suis au milieu des gens. Les gens, quand ils veulent revenir en Égypte, ils veulent voir d'autres choses. C'est pas seulement les sites qui leur intéressent, c'est pas seulement l'histoire qui leur intéresse, ce sont les gens, la population. Ils veulent descendre ils ne veulent plus rester dans les hôtels, dans les croisières, ils veulent visiter les gens dans leur village, ils veulent voir comment les gens ils cultivent les récoltes, comment ils font. Ça, c'est un nouveau tourisme que se trouve dans le monde tout entier. C'est pour cela, quand vous venez de le dire, par exemple, les villages du Delta. J'avais toujours un rêve que les touristes qui viennent avec moi, un jour, qu'on peut descendre quand il y a la récolte du coton au mois de septembre, pour voir comment les paysans commencent de récolter, ils commencent de participer avec eux. Et ça, c'est pas une tendance qu'on va inventer, parce qu'elle se trouve dans le sud de l'Italie, en Espagne. Beaucoup des touristes participent avec les activités de la population et ça, ça rapproche beaucoup entre les cultures et ça donne envie de revenir plusieurs fois pour voir la ville, pas la ville, le pays sur plusieurs plans. Pas seulement le plan de sites ou des monuments, mais aussi le plan populaire qui est très très important. Voyez la verdure, vraiment c'est un beau quartier, on peut dire une nouvelle cité. Cette cité, elle est construite sur une superficie à peu près 10 millions de mètres carrés dans une banlieue de la ville du Caire. Donc là, ici, on n'est pas dans le centre-ville du Caire, on est à 35 km de la ville même. C'est une belle cité et quand je dis belle cité, c'est pas seulement la verdure, les fleurs qu'on voit partout, mais le calme. Donc là, quand vous voyez, il n'y a pas du bruit. Oui, aujourd'hui c'est vendredi, c'est calme par rapport au jour de la semaine parce que c'est notre jour férié, c'est congé. Mais moi je trouve que c'est calme presque tous les jours. Pas de pollution parce qu'on ne voyait pas de trafic, donc c'est normal, c'est pas zéro de pollution on peut dire. Moi je trouve aussi que on doit s'éloigner un petit peu de la ville où s'est concentré presque tous les habitants. Donc là vous voyez que la ville du Caire, on sait qu'il y a trop de trafic et c'était une idée géniale, on peut dire que les gens ou bien le gouvernement, on s'est dirigé un petit peu vers le désert ou bien au côté des pyramides, c'est-à-dire le côté ouest ou bien le côté est. Donc là, voilà, on a profité en même temps du désert pour ne pas avoir cette superficie, cette grande superficie du désert et pour avoir de la verdure et des villas comme vous voyez juste autour de nous.
je m'appelle Rana, je suis guide touristique. Je fais cette carrière il y a longtemps, depuis les années 80. J'aime bien tout ce qui est monuments, tout ce qui est ancien. Voilà, alors aujourd'hui je suis dans la rue Hoda Sha'rawi. Hoda Sha'rawi, c'est une égyptienne très très connue. Elle a fait beaucoup de choses, surtout pour la femme égyptienne. Et j'ai choisi spécialement cette rue appelée la rue Hoda Sha'rawi dans le centre-ville, parce que j'aime beaucoup le style des immeubles dans le centre-ville. Eh bien, vous savez que le centre-ville, ça devrait être une copie de la ville de Paris, parce que ça a été fondé à l'époque du Khedive Ismaël, qui a fait ses études en France et qui voulait que la ville du Caire soit une capitale comme Paris, parce qu'il aimait beaucoup la ville de Paris. On va remarquer que bon, le style des immeubles, les rues, c'est comme, bon, je ne peux pas dire que c'est comme Paris, mais ça fait comme une copie. Il a voulu fonder une opéra, il l'a déjà fait, hein. Il l'a déjà fondé. C'était une copie de l'opéra de Vienne, mais une toute petite. En fait, la rue Champollion a aussi une dimension très culturelle. Il y a beaucoup de galeries sur la rue Champollion. Il y a le Mashrabeya qui est juste là. Il y a un super projet qui est le Townhouse. Et en fait, qui s'est transformé non pas seulement en galerie, mais c'est devenu comme un carrefour culturel où il y a plusieurs choses qui se passent. Je pense que la rue, le soir, se transforme en café d'extérieur. Il y a le théâtre Rawabit qui est aussi très actif. Et le townhouse, il y a plusieurs étages en fait. Donc il accueille beaucoup de jeunes égyptiens talentueux et peut-être aussi des étrangers, des artistes étrangers qui vivent en Égypte. Donc il y a des peintres, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, on s'approche du café qui est très particulier, je pense. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et je pense que c'est une rue qui est excessivement animée parce que jusqu'à 4 h du matin, les gens sont là. Et voilà, donc c'est une rue excessivement hospitalière. Tout ça, c'est à une distance, c'est à proximité du bureau, c'est à peine 200 mètres de nos bureaux. Voilà, comme vous voyez, il y a plein de choses qui se passent ici. Voilà, Rawabet, c'est à gauche, Townhouse, c'est là, avec les balcons, le palais dont je vous parlais là à l'instant, c'est à droite. C'est un superbe palais.
Abdelrahman est une pilote égyptienne, une carrière qui n'est pas commune pour les femmes, non seulement en Égypte, mais aussi partout dans le monde. Dès son enfance, Noha a admiré les cerfs-volants. Elle s'évadait en jouant avec et en les suivant dans le ciel. Noha a décidé donc de voler et elle a pu enfin réaliser son rêve et de devenir pilote. Durant mon enfance, je me souviens quand j'étais petite fille, jardin d'enfants, j'allais à la plage avec mes parents et je jouais avec les cerfs-volants. J'admirais beaucoup le ciel, j'admirais beaucoup les avions. Et mon frère a reçu comme cadeau d'anniversaire un petit avion, un Boeing 707, qui faisait un taxi puis qui commençait à décoller comme ça. Et moi, normalement, j'ai reçu une poupée. Alors j'ai fait un échange avec lui, je lui ai donné la poupée pour jouer avec. Et on a fait ce petit échange, j'ai pris l'avion de lui, j'ai commencé à jouer avec. Et j'ai dessiné beaucoup des avions, des oiseaux. Quand on me disait quel animal tu préfères pour jouer avec, je lui dis j'espère d'avoir 2 ailes et de voler. Je ne veux pas être en bas à la terre, je veux être au ciel toujours. Et je dessinais beaucoup des oiseaux et des arbres, et des choses naturelles. Maintenant, une pause avec le foul. La fève est considérée comme un plat principal pour tous les Égyptiens riches ou pauvres. Le foul constitue une source de protéines et de vitamines à portée de main pour tout le peuple. C'était un esprit d'amour, c'était un esprit d'unité. Ils étaient toutes les classifications, toutes les divisions sociales ou religieuses ou quoi que ce soit sont disparues à la place Tahrir. Notre émission aujourd'hui de Femmes d'Égypte est avec Dr Ni'mat Awadallah, consultante de famille et spécialiste pédagogique. Dr Ni'mat aime s'occuper de son jardin. C'est un de ses meilleurs passe-temps. C'est pourquoi elle a choisi de vivre loin du centre-ville, dans une des agglomérations qui entourent le Caire. Aujourd'hui, on va faire sa connaissance, sa vie, sa carrière, sa famille, son expérience et comment est-ce qu'elle voit l'avenir de l'Égypte. Tout le monde est très content d'être ici. Vous savez, nous sommes tous ensemble, nous sommes libres, c'est grand, c'est calme. Je ne sais pas, non, personne ne m'a dit qu'il veut changer de place, c'est-à-dire ils vivent tous ici. Ça se voit que vous aimez jardiner. Oui. C'est une hobby ou quoi? J'aime beaucoup le jardinage, oui. J'aime beaucoup la couleur verte. Et puis moi, je suis née dans une famille qui faisait du jardinage, qui plantait tout. Alors, vous aviez toujours de jardin? Quelque chose que j'aime.
Pas toujours. C'était depuis que je suis venue vivre ici que j'ai un petit jardin. Avant, j'avais un jardin à l'intérieur, c'est-à-dire dans un balcon. Comme ça, j'avais beaucoup de plantes, des herbes. Alors à la maison, je faisais un peu de jardinage. Mais ici, c'est un jardin, c'est mieux alors. Alors, vous avez décidé de laisser la ville et de vivre dans une des agglomérations qui entourent le Caire. Pourquoi? Ah oui, c'est plus calme, ce n'est pas encombré. Tu as le temps de faire ce que tu veux, c'est-à-dire, même maintenant, tu n'entends pas des sirènes de voitures ni d'autobus, rien. C'est si calme, si serein. Je préfère ça, c'est vrai. Khan el-Khayamiyya, là où on a un patchwork avec des motifs botaniques et géométriques typiquement arabes. C'est dans cet endroit, embaumé par un esprit folklorique, que Herminia Kamel a décidé de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes au musée égyptien. Le musée égyptien contient des pièces très importantes des périodes différentes de l'Égypte, commençant par des périodes préhistoriques jusqu'à la période romaine. Le musée contient des pièces égyptiennes, des femmes égyptiennes, puisqu'aujourd'hui nous sommes ici à cette émission des femmes de l'Égypte, donc c'est très convenient de présenter quelque chose pareil d'ici. Le musée, j'ai choisi, quand ils m'ont proposé la question, bon, j'ai choisi le musée puisque ça représente quelque chose d'une grande valeur. Pour faire un musée pareil, ce n'était pas quelque chose de très facile. Il y avait plusieurs essais pour faire un musée. Quelque chose qui a été commencé par Mariette Pacha. Lui qui a fait plusieurs essais pour faire quelque chose pareil, louant des villas, essayant de construire quelque chose, mais ça n'arrivait jamais à une vraie réussite. Jusqu'à ce que finalement, il a eu ce terrain-là, il a commencé la construction, mais malheureusement, le temps ne lui a pas permis de voir la fin de son rêve achevé. Il est mort avant de pouvoir faire quelque chose pareil, mais celui qui a continué, il s'appelait Maspero.